Les entretiens surnaturels de Juliette Dargan. Bonjour, c'est Juliette. Cette nuit, la neige nous a rendu une petite visite. Bien à l'abri sous mon plaid, je regarde le jardin immaculé en respirant les arômes de mon Earl Grey préféré. La pluie glacée fait un joli bruit en frappant les carreaux. L'hiver est bien là et je sens la terre et les animaux prêts à entrer dans le long sommeil qui les bercera jusqu'au printemps. J'aime ce temps où tout est calme, tout est silence. Je suis très heureuse de profiter de ce moment plus tranquille pour recevoir dans les salons du manoir Christelle Charlier. Créatrice du podcast La Voix du M'en-foutisme, Christelle a longtemps cherché en elle sa propre souveraineté et a accepté de laisser libre cours à son imaginaire, ses émotions et son intuition. Sa connexion au monde spirituel a longtemps été cachée, difficile à assumer sous le poids du regard de son entourage ou de la société. Elle assume aujourd'hui de façon très positive sa singularité. Mais le chemin n'a pas été sans souffrance. Elle vient nous en parler aujourd'hui. Tiens, Christelle, installe-toi là près du feu. Ok. Est-ce que tu veux un autre coussin ? Non, tu es bien ? Parfait. Ok. Bonjour Christelle, j'espère que tu vas bien. Bonjour Juliette, je vais très bien et toi ? Oui, ça va bien. Donc toi, tu es coach professionnel en intelligence émotionnelle, deep coaching. Alors, je relis un petit peu ta présentation. Ouais. Par contre, ce que j'aime beaucoup, parce que tu as un côté très positif, en fait, justement, dans cette fameuse présentation, puisque tu défends plutôt des belles valeurs qui sont aider les gens à avoir confiance en l'avenir, réaliser ses rêves, se sentir libre. C'est ce que tu défends et j'imagine que tu aides les gens, en fait, qui font appel à tes services à atteindre ces beaux objectifs-là. Alors quand ils sont prêts, oui, sinon j'interviens aussi sur des choses plus pragmatiques, un chef d'entreprise qui n'arrive pas à définir sa stratégie, qui doute de lui-même, donc je peux intervenir là-dessus, ou encore quelqu'un qui rencontre des situations amoureuses à répétition en échec et cette personne ne comprend pas ce qui se passe. En général, quand on vit des choses qui se répètent, c'est parce qu'on a un truc à résoudre avec soi et qu'on fait en sorte de rencontrer les mauvaises personnes. Ça marche pour tous les sujets. Hein. Il y a une sorte de nœud qui se forme et du coup on est bloqué là-dessus et on répète quoi. Ben exactement, parce que nous ne sommes pas des êtres conscients comme on nous l'a expliqué à l'époque des Lumières, nous sommes comme des icebergs. Tu as la partie visible de l'iceberg, c'est notre partie consciente de nous-mêmes, et puis tu as toute l'autre partie qui est sous l'eau, et qui est l'inconscient, et c'est l'huile taulier, hein, donc la plupart de nos comportements sont automatiques. Donc c'est important d'aller les farfouiller, comme je parle de deep coaching, pour aller voir ce qui se passe, et ce qui fait qu'on ne s'autorise pas à avancer. Pourquoi un chef d'entreprise doute pour créer sa stratégie ? Qu'est-ce qui se passe en lui ? C'est quoi le mécanisme qui se met en route et qui l'empêche d'avancer ? Voilà. Et comme tu dis, il faut être prêt à aller chercher le loin en soi et pas avoir peur de ça, parce que j'imagine que ça fait peur et comme tu dis, il faut être prêt, quoi. Bah, ça fait peur parce qu'on a des mécanismes aussi inconscients, archaïques qui se mettent en route. Le changement, tout ce qui est nouveau, ça fait flipper notre cerveau. Il n'aime pas ça du tout et il va tout faire pour qu'on n'y aille pas. Tu restes dans ta zone de confort, tu ne bouges pas. C'est exactement ça. Et donc, mon boulot, c'est d'aider les gens à en sortir pour découvrir qu'en fait, ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. D'où ces mots, avoir confiance en soi, réaliser ses rêves, parce qu'en fait, on a tous ce potentiel. Mais en fait, on nous éduque à penser qu'on est impuissant. L'impuissance apprise, dont je parle souvent d'ailleurs, et croire qu'en fait, on va devoir attendre la retraite ou on ne pourra jamais y arriver. Et alors qu'en fait, si, on peut. Mais alors, effectivement, ça va demander certains sacrifices, certains efforts. Mais moi qui ai fait ce cheminement, mais je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce qu'en fait, c'est extrêmement gratifiant. Tu retrouves de l'énergie. Tu es créative à un point. Enfin, toi aussi, tu es dans ce processus de création, donc tu vois très bien de quoi je parle. Tout à fait. C'est merveilleux. On se fait un cadeau. En fait, on existe pour soi et on donne aux autres.
Ouais. Et c'est beaucoup plus valorisant que d'espérer qu'un manager te dise que tu as fait ton job correctement, quoi. Tu t'auto-nourris, tu es auto-responsable de ton existence. Enfin, ça, c'est un pied total. Je comprends, tout à fait. Écoute, avant qu'on démarre un petit peu plus avant pour parler vraiment de ton podcast, tu sais que chacun de mes invités a la gentillesse de déposer un objet symbolique pour eux dans mon cabinet de curiosité. Oui. Et donc aujourd'hui, je vais avoir la surprise, en même temps que mes auditeurs, de découvrir l'objet que tu m'as apporté. Donc, tu peux me dire ce que c'est que cet objet, peut-être me le décrire un petit peu, et puis quelle est la symbolique qu'il a pour toi? Alors, en fait, j'en ai 2 et j'arrive pas à trancher. Est-ce que tu m'autorises à en faire 2? Avec plaisir. Je te laisse une grande place. Merci. Je vais commencer par un triskel. Un triskel, c'est un objet celtique. Enfin, tu es bretonne, donc tu vois de quoi je parle. Moi, je ne connaissais pas. Il y a quelques années, quand j'ai commencé mon chemin spirituel, l'image du triskel est apparue devant mes yeux et j'arrêtais pas d'en voir partout dans les boutiques, etc. Et moi, je savais pas ce que c'était, je savais même pas comment ça s'appelait. D'accord. Donc, un triskel, ça a 3 branches qui s'enroulent sur elles-mêmes avec un centre. Et là, peut-être que tu corrigeras ma connaissance sur le sujet. Mais pour moi, ça représente les 4 éléments. Air, eau, feu et terre. La terre est au centre. Et chaque branche représente les 3 autres éléments. Et ce qui s'est passé, c'est que ça revenait à mon esprit souvent, et je ne savais pas pourquoi. Et puis, je suis allée déjeuner chez ma belle famille, et une de mes nièces par alliance m'a offert un triskel en pâte à modeler. Ah, wow. Ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que le hasard, ça n'existe pas. Et quand tu mets des gros signes sur ta route, avec des flèches, regarde, c'est là. Même avec un gyrophare. Tu vas comprendre, oui. Parce que je n'y croyais absolument pas. Ouais. Moi, j'ai été éduquée sur le principe que il y a que la science par la preuve qui existe et le hasard, c'est tout un tas d'aléas qui se produisent parce qu'on n'a pas de contrôle et que c'est comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est pas non plus une histoire de contrôle, comme je viens de le dire, mais voilà, c'est plus vaste que ça. On pourra en reparler tout à l'heure si tu veux. Oui, tout à fait. Et le deuxième objet, c'est un petit Bouddha. Un happy Bouddha, c'est-à-dire que c'est le Bouddha avec un gros ventre qui n'arrête pas de se marrer, avec un baluchon et puis des colliers. Il a de l'or, de la fortune sur lui. Ça représente beaucoup plus mon chemin spirituel. Non pas que je sois bouddhiste, mais si on avait l'obligation d'appartenir à un culte, je serais bouddhiste. Il représente ce cheminement qui représente aussi mon podcast La Voix du Manfoutisme. C'est-à-dire qu'en fait, se laisser guider, se laisser porter par le vent, s'amuser de ce qui se passe, ne pas s'attacher à tout un tas de détails, à ce que nous disent les autres ou ce qui nous fait peur, et découvrir que la richesse, c'est l'argent, effectivement, il en faut. On peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais la richesse, c'est aussi ce que nous sommes à l'intérieur. Donc voilà, il représente ça et encore plein d'autres choses, mais je te la fais courte. Écoute, tu me mets des belles énergies dans mon cabinet, donc merci beaucoup. Je t'en prie. Moi, je suis ravie. Tu vois, après, avec la plume de G des Chênes d'Aurélie de la dernière fois, la petite statuette de Katia. Donc, merci beaucoup pour ces 2 objets et ces belles énergies que tu m'offres. Donc tu es la créatrice, tu nous en parlais, du podcast La Voix du Manfoutisme. Alors déjà, j'adore le nom, je trouve très parlant et plein d'humour, très pétillant. Merci. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quel thème il aborde et comment t'es venu le concept? Alors, La Voix du Manfoutisme, c'est une invitation à la souveraineté intérieure de chacun. Il a pour objet d'inviter les gens à redevenir souverains de leur existence. Je me répète un peu là, mais ça signifie concrètement qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, on est éduqué à faire ce qu'on attend de nous, à être dans l'impuissance apprise, à penser qu'en fait, tout ne peut se produire que par le biais des autres. Donc ça conduit à une forme d'immobilisme. Et moi, à travers ce podcast, je dis aux gens qu'en fait, ils ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent dans la vie, qu'ils peuvent décider ou pas de se laisser aussi manipuler. Et puis depuis 2020, on nous le démontre par A plus B qu'en fait, on est manipulable. Bien et sûr. Plus on devient souverain, plus on décide de sa vie, et plus, en fait, on ne sera plus manipulable, mais on fera ce qu'on veut. On deviendra ce que j'appelle au sens de Osho des rebelles. C'est-à-dire qu'en fait, on se fout complètement du système, il fait bien ce qu'il veut,
mais on est libre de vivre nos vies comme on l'entend. Écoute, ce sont des belles énergies que tu défends et c'est utile effectivement dans le monde dans lequel on est parce que effectivement comme tu le dis on est un peu enfermé dans ces cycles automatiques qu'on nous a martelés depuis l'enfance. C'est le système scolaire en fait. Oui, tout à fait. Même nos parents, hein, on fonctionne par mimétisme quand on est gamin. Faut regarder, enfin même à l'âge adulte, faut être honnête, mais c'est encore plus prégnant quand on est gamin. Regarde un enfant quand il tombe. Il n'a pas forcément peur, il s'est pas forcément fait mal. Il regarde d'abord ses parents pour savoir comment il doit réagir. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est la représentation, à mon sens, essentielle du mimétisme. Ouais. Donc, en fait, on va reproduire des comportements de nos parents. S'ils n'ont pas travaillé sur eux, s'ils ne sont pas libérés de leur peur, de leur souffrance éducationnelle, etc., en fait, ils vont nous les transmettre sans s'en rendre compte. On se transmet comme ça de génération en génération tout un tas de petites cochonneries qui nous empêchent de vivre. L'école aussi participe par le système de notation, même s'il a été changé, on est quand même en train de dire toi t'es bon, toi t'es pas bon, par rapport à une échelle de valeurs qui est déterminée généralement par des fonctionnaires. Ta créativité personnelle, ton individualité, on s'en fout complètement si tu dois rentrer dans des cases. Donc c'est ça qu'on nous apprend, on a une espèce de cadre général pour faire ce qu'on attend de nous. Et donc dans mon podcast, je parle aux gens de spiritualité, mais aussi de psychologie, parce qu'en fait, il va falloir affronter ces vérités intérieures, les peurs, les souffrances. Les souffrances, ça fait partie un peu de mes chevaux de bataille, puisque moi, j'ai été une enfant maltraitée. Donc, à l'âge adulte, j'ai trimballé mes casseroles. J'ai trimballé aussi ce qu'avaient vécu mes parents. Et j'ai dû travailler sur moi, aller affronter tout cela pour devenir quelqu'un de libre et de beaucoup plus joyeux. Avant, j'avais l'air joyeuse, mais je ne l'étais pas à l'intérieur. J'ai découvert qu'en fait, j'arrêtais pas de pleurer à l'intérieur. Et c'est en travaillant sur moi que progressivement, un désir, une soif de vivre sans commune mesure s'est installée. Pourtant, j'étais persuadée de l'avoir déjà, comme quoi notre cerveau nous leurre. Et une joie de vivre. Enfin voilà, je n'ai jamais autant pétillé. J'ai la cinquantaine par rapport à la fille que j'étais à 20 ans. Enfin, je veux dire, elle vivait pas cette gamine. Moi, je vis aujourd'hui beaucoup plus qu'avant. D'ailleurs, le chemin de la spiritualité, pour moi, c'est l'art d'apprendre à vivre véritablement cette vie et les autres. Mais pour revenir un petit peu sur mon podcast, si tu me le permets, je voudrais parler des différents formats. Parce qu'en fait, il y en a 2 et il y en a bientôt un 3e. Aujourd'hui, tu as un format qui est où moi, je m'exprime librement sur ma conception de la souveraineté. C'est des formats de 10 minutes sur lesquels je mets aussi des fonds sonores comme toi tu le fais avec les épisodes que tu écris. Et le 2e, c'est que j'ai commencé à faire des interviews à partir de juin pour que d'autres personnes viennent s'exprimer sur ce qu'est pour eux la souveraineté. Alors, pour certaines personnes, ça passe par une quête de paix intérieure. Là, dans pas longtemps, je vais interviewer un monsieur qui s'est posé beaucoup de questions dans sa vie sur la légitimité. Il a même écrit un bouquin dessus et l'a enseigné. Donc, tu vois, il y a plein de façons d'appréhender le sujet. Et puis, j'ai fait de belles... C'est une quête très personnelle, en fait, qui est propre vraiment à chacun et aux blessures de chacun, en fait. Tout à fait. Chacun a une souveraineté qui est distincte, comme la spiritualité est distincte d'un individu à l'autre. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'aimerais reparler de ça parce qu'on a un peu tendance, et ça aussi, ça fait partie de notre éducation, à penser que on est tous pareils et on fonctionne tous de la même façon, sauf que c'est pas du tout le cas. Et que le cheminement spirituel, c'est se réapproprier finalement ce que nous sommes véritablement et s'autoriser à le vivre pleinement. Alors, je suis fière de moi, dis donc, je l'avais pas encore dit comme ça. Et donc, comme je disais, il y a un dernier format qui arrive. Ce sera 15 minutes, mais de papotes. Je crois que je vais appeler ça comme ça, les papotes, avec 2 hommes dont j'ai fait la connaissance. Et on va parler avec l'un de sujets philosophico-spirituels et l'autre de spiritualité et notamment de l'histoire de comment on en est arrivé à ce qu'est la spiritualité aujourd'hui. Donc, ça va être passionnant. Ah ouais. Par exemple, il y a un sujet qu'on va aborder avec quelqu'un qui a été un de mes invités, donc Serge Meunier. Et on va parler notamment du don, de la prière. Enfin, moi, j'appellerais ça la prière et pour lui, ça s'appellerait le don. Voilà. Et donc, on va avoir 2 visions
distinctes, mais en même temps, ça va être complémentaire parce que c'est toujours comme ça, à mon sens, que ça fonctionne. C'est qu'en fait, spirituellement, on a tous une pierre à l'édifice à apporter, une connaissance qui construit un savoir avec un grand S. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, tout à fait. Oui. Eh bien, écoute, c'est super intéressant. Moi, j'écouterai ça avec plaisir. Donc oui, beaucoup de richesse dans ton podcast, dans ton espace d'expression, parce que c'est ça un podcast. Hein. Et pour répondre à ta question, comment ça m'est venu ? Oui. Notamment le nom, une méditation et le nom était là, la voix du m'en-foutisme. Et ça me va tellement bien parce que comment dire, j'ai pas ma langue dans ma poche, comme dit Katia Krabbe, que tu as interviewé ici. Oui. Et effectivement, je trouve qu'il y a des moments où les mots qui sont politiquement corrects n'expriment pas la réalité de ce que l'on pense. Prenons un exemple, dire que quelqu'un te fait chier, c'est pas la même chose de dire qu'il t'embête. Donc, moi, j'ai ce franc-parler, je m'autorise depuis longtemps ce franc-parler, et la voix du m'en-foutisme, ça me va bien parce que ça traduit aussi ce que j'ai dû faire en termes de cheminement, parce que moi, lâcher prise, ça n'a pas été une chose simple, ça a été même très compliqué, et donc apprendre à m'en foutre, pas dans le sens de me désintéresser du monde, parce qu'en fait, le lâcher prise induit exactement le contraire. Mais en fait, quand tu arrêtes de t'accrocher à tout, à vouloir absolument avoir le contrôle, tu découvres un espace de liberté, de joie et de plaisir qui n'a pas de... Je ne sais pas comment le qualifier, c'est énorme. Oui, c'est très grisant, effectivement. Après, pour l'avoir vécu moi aussi, je suis quelqu'un qui est très dans le contrôle depuis longtemps aussi. Et du coup, je commence à avancer vers une certaine libération. Mais en fait, je pense que pour pas mal de gens, tu vois, ce côté inconscient, quand tu parlais de l'iceberg, ce qui est caché, tu as beaucoup de blessures et de souffrances. Et le jour où tu ouvres la porte, ça fait partie aussi de ce qui fait peur. C'est que tu as une sorte de déversement d'émotions et de saleté aussi que tu trimbales en toi depuis super longtemps. Tu vois, les fameuses casseroles dont tu parlais, ça a laissé des traces, des traumatismes, des émotions qui sont pas réglées. Et c'est un espèce de raz-de-marée d'émotions qui peut te submerger quand tu commences à ouvrir la porte, mais qui est nécessaire parce que effectivement tu boues à l'intérieur et ça monte. Et il est nécessaire de le laisser partir, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Et il faut être bien accompagné aussi, je pense, pour savoir quoi faire de tout ça aussi. Oui, enfin, si tu as vécu des traumas pendant l'enfance, c'est indispensable parce que c'est un chemin qui est difficile. Sinon, j'avoue que personnellement, alors j'ai été accompagnée parce que j'ai eu la chance d'avoir un maître spirituel et il m'a aidé aussi sur mon cheminement. Puis je me suis formée au coaching entre-temps, donc tout ça a participé à m'aider pour mon propre questionnement. Mais il y a au moins un truc dont j'étais sûre au début parce que j'étais accompagnée par ce qu'on appelle une kinésiologue et parce que moi les psys ils m'ont pas forcément beaucoup aidé dans mon questionnement. Mais j'ai découvert un truc super important, c'est qu'en fait il y a que nous qui avons la puissance pour libérer tout cela. Donc se faire aider oui, mais pas s'appuyer sur l'autre. C'est important d'être aidé parce qu'en fait notre cerveau, notre esprit va faire en sorte qu'on revienne, comme on a dit tout à l'heure, dans la zone de confort, tout en étant persuadé d'avoir fait des modifications. Donc c'est important d'avoir quelqu'un, un regard extérieur qui va dire « Hep, t'es en train de dériver, t'es en train de faire une marche arrière. » Donc c'est bien, mais il faut pas considérer que c'est la solution miracle. La solution miracle, c'est nous-mêmes. Oui, non, ça, j'en suis persuadée. Mais c'est vrai que si t'as pas cette habitude, ou en tout cas, tu es dans le début de l'ouverture, c'est un petit peu compliqué quand même de pouvoir gérer ce torrent d'émotions, en fait. Ça peut faire vraiment peur. Ah tu m'étonnes. Le jour où j'ai été capable de dire j'étais une enfant battue, je peux dire que j'ai pleuré. Hein, et ça a duré un moment. Hein, le temps que j'accepte aussi cela et que je puisse le soigner derrière. Mais je ne regrette pas. Ça a été des moments difficiles, mais aujourd'hui, je suis libérée de ça. Mais alors, tu disais que tu n'étais pas au bout du chemin spirituel. Je crois qu'on n'arrête jamais d'être en train d'apprendre. On est toujours sur le chemin. Ça, c'est chouette parce qu'on est tout le temps en train d'apprendre des trucs et on est tout le temps en train de changer. Parce qu'en fait, ça c'est un truc aussi qu'on nous apprend quand on est petit. C'est qu'en fait, on croit qu'en fait, il y a une forme d'immuabilité de l'être humain. Donc, en fait, quand on vieillit et qu'on commence à avoir des rides, il y a presque une espèce de surprise, comme quoi on a changé. Mais on a changé toute notre vie, quoi. Notre corps, notre esprit, notre façon de voir le monde change tout le temps. Ouais, et puis c'est marrant, en fait, je trouve qu'il y a une certaine dualité aussi quand tu vieillis, où dans ta tête,
Alors, tu te vois à tous les âges que tu as traversés, mais je pense qu'on a chacun tous un peu une image un peu idéale, tu vois, de nous, et on se visualise comme ça. Mais en même temps, tu as ce personnage en toi qui est vieux de tout ce qu'il a vécu et enfin, tu vois, plein d'expériences et d'expertise en fait de ça. Et c'est important de s'aimer et d'aimer cette personne-là et de la choyer, quoi. À apprendre à s'aimer, oui, c'est un cadeau aussi, oui. Ça participe à l'amour inconditionnel, donc l'acceptation de soi et des autres. Oui, c'est important, ouais, c'est clair. Justement, je me suis mal construite, comme j'ai subi des violences. J'étais très colérique. Il n'y a pas très très longtemps que je me suis enfin libérée de cette vieille colère. Et ça me fait des grosses vacances et aussi à mon entourage. T'es mal construite, en fait, tu développes pas l'empathie. Ton cerveau, enfin, et chez moi, il était atrophié, j'en suis convaincue. J'ai pas fait d'IRM pour voir comment était mon cerveau, mais il y a des scientifiques qui ont étudié cette question, et les gamins qui subissent des violences, quelles qu'elles soient, ils ont un déficit en empathie que tu peux redévelopper à l'âge adulte, notamment parce qu'on a découvert en neurosciences que le cerveau avait de la plasticité. Bon. Ça, c'est un indicateur physique dans la matière de ce qui se passe. Qu'en fait, il est toujours possible de modifier les choses. Et ça, c'est génial. Oui, donc, parce que comme tu disais, de toute façon, la vision un peu globale, c'est de toute façon, c'est trop tard, il n'y a rien à faire, reste dans ce que tu as fait et te pose pas de questions, en fait. Oui, c'est ça, une vision déterministe. Qui fait que la vie est chiante à pleurer, alors qu'en fait, la vie, c'est le chaos, en fait, en réalité. Et en fait, quand on l'accepte, mon Dieu, mais ça déploie un champ des possibles absolument hallucinant. Oui, et puis tu ressens des choses qui sont magnifiques. Tu profites aussi du monde et de tout ce qu'il y a autour de toi de façon beaucoup plus intense. Et, tout à fait. C'est une vraie chance. Oui, tout à fait. Et puis je peux peut-être commencer à parler de choses un peu particulières. Oui, mais complètement. On allait y arriver de toute façon. Le sujet du podcast. On était bien partis. Et il m'arrivait des trucs déjà en 2005, des trucs un peu étranges, mais j'ai fait comme si ça n'existait pas. Le déni de la réalité, on fait tous ça très très bien quand on veut. Par exemple, un mec avec qui je sortais m'a dit qu'il allait me faire un cadeau, et tout de suite j'ai visualisé, c'était un bracelet en strass. Ce qui m'a offert d'ailleurs. Ou alors je vais chez le coiffeur et elle me caresse le cuir chevelu, et puis subitement je me retrouve face à une île qui devient le Japon, qui devient un visage d'homme avec le point rouge des hindouistes. Donc je raconte ce que je vois, et là elle est stupéfaite, j'ai même fait peur alors que moi je comprenais pas ce qui se passait. Elle me dit qu'elle était très amoureuse d'un japonais hindouiste. Ah, c'est fou, waouh, ok. Mais à l'époque, tu vois, je voulais pas entendre tout ça. Moi, je venais vraiment d'une famille où la spiritualité, l'appartenance à un culte et l'ésotérisme, ça n'existait pas. C'était pour les gens crédules. D'accord. Je veux dire, les médiums, moi, ça me faisait doucement rigoler à l'époque. Ouais. Tu vois, découvrir que j'étais médium en 2016, ça m'a pas fait rire du tout. Parce que pour moi, c'est quoi ce bagage? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui débarque alors que j'ai rien demandé, moi? Et ça a été très difficile. Pendant 2 ans, j'ai refusé. J'ai refusé complètement. Voilà, donc en 2016, il commence à se passer des trucs bizarres dans ma vie qui sont pas du tout prévus au programme, et je n'y crois pas du tout. Mais pourtant, c'est là et c'est concret. Et le fait d'avoir, pendant toutes ces années, appris à écouter mon corps va me permettre d'accepter que je suis en train de vivre quelque chose qu'en fait est réel. Et là, il va se passer plein de choses. J'ai pas arrêté d'avoir des plumes qui arrivaient du plafond vers moi, alors que mes fenêtres étaient fermées. J'avais pas d'oreiller en plumes. Il y avait aucune raison, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines qui me tombaient dessus. Toujours de la même sorte? Je crois qu'elles étaient toutes de la même sorte. C'était des plumes, tu sais, de plus de duvet. Oui, d'accord. Non, parce qu'en fait, le message n'est pas le même, quoi. Tu vois, si c'est vraiment la même plume de façon répétitive, c'est un message unique. Après, tu peux en avoir plusieurs pour un éveil plus large, mais c'est vrai que des fois, tu as des messages très directifs, quoi, en fait, qu'on te met sous le nez jusqu'à ce que tu les écoutes. Oui, l'astral fait ça très très bien, oui. Ouais. Donc, non, toujours je dirais toujours le même, parce qu'à l'époque, c'était vraiment me faire dépasser ma croyance que tout cela n'existait pas. Parce que pour moi, c'était impossible. En fait, ça a été une époque extrêmement douloureuse, parce que ça m'obligeait à changer de paradigme. J'avais honte aussi d'avoir des facultés extrasensorielles qui se manifestent, mais je voulais pas, moi.
Tu t'es posé des questions sur toi, sur ta santé mentale, par exemple, parce que c'est pas facile à accepter, en fait. Non, en fait, parce que au mois de juin 2016, je vais à une soirée réseau professionnel et il y a un médium qui est là et qui me tombe dessus. Il va me raconter plein de trucs et je vais rentrer chez moi totalement déstabilisée parce qu'il m'a parlé de réincarnation, de pourquoi on vient ici, enfin tout un tas de trucs comme ça alors qu'en fait j'y croyais pas. Mais je rentre chez moi, j'essaie de démonter ces arguments, ce que je faisais très très bien avant quand je rencontrais des gens qui essayaient de me parler de ça. Et là je peux pas parce que dans mon ventre je sens que c'est la vérité et que je sais encore plus de choses que ce qu'il m'a dit. Donc si tu veux, je suis complètement désarçonnée, je suis perturbée, c'est normal. Et puis il se passe d'autres choses aussi, mais des choses beaucoup moins drôles, parce que l'invisible, c'est pas le monde des bisounours. Il faut que j'en parle pour moi pour devenir complète, notamment parce que c'est pas simple pour moi vis-à-vis de ce système de croyance que j'ai dépassé, mais il y a très peu de gens qui savent ce qui m'est arrivé. Il y a de plus en plus de gens qui savent que je suis médium, parce que maintenant je le dis de manière cash et ça passe très bien. Je passe pas pour une bisounours, tu sais, quelqu'un d'illuminé, donc ça passe plutôt bien. Les gens le voient comme un plus, notamment en coaching. C'est vrai que c'est super utile. Moi, ça me permet de sentir des choses sur les gens et de pouvoir les aider d'une manière auquel j'aurais jamais pensé. Puis aussi, il y a des défunts des fois qui se manifestent parce qu'ils ont besoin d'entendre quelque chose d'important de la part de quelqu'un qui est parti. Oui, et puis ça fait partie aussi de l'avancée des personnes. Mais effectivement, parfois, c'est des blessures qui sont liées à des défunts et c'est pas réglé. Donc, effectivement. Oui, voilà. Par exemple, j'ai eu le cas d'une dame qui est venue me voir. Elle avait pas fait le deuil de sa mère et elle vivait pas sa propre vie. Ou une autre personne refusait d'entendre que son père, il fallait absolument qu'il le fuit parce que c'était quelqu'un d'extrêmement violent et de méchant. Mais tu vois, on a du mal, nos parents, c'est difficile. Et donc là, t'as les grands-parents qui ont débarqué pour lui dire faut que tu arrêtes. Voilà, bref, exemple. Je vois. Donc, t'as ce côté-là qui s'est produit, et puis de l'autre, parce que j'entends beaucoup trop de gens qui se disent spirituels, mais qui en fait font un peu n'importe quoi et qui n'ont pas compris que l'invisible, c'est pas le monde des bisounours. Il y a des esprits qui sont bienveillants et d'autres qui ne le sont pas du tout. Hitler, quand il s'est désincarné, c'est pas devenu un type sympa, par exemple. Non, je ne pense pas, effectivement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans ce milieu-là, il y a des gens qui vont par curiosité, sans être préparés, sans chercher plus. Parfois par effet de mimétisme un petit peu, parce que ils ont vu ça sur YouTube, sur TikTok ou autre, et ils se lancent là-dedans dans des pratiques même dangereuses sans rien en savoir en fait. C'est ça. Mais parce qu'en fait, on a cette espèce d'a priori que forcément c'est quelque chose qui est bien, qui est forcément positif d'entrée de jeu, parce qu'en fait, on a perdu cette connaissance. Elle est connue que dans certains milieux qui sont vus généralement comme un peu dérangés. Et donc, en fait, comme pas mal de gens sont en train de se réveiller, il me semblait important d'en parler. Alors, donc, tu nous parlais d'une expérience un peu compliquée, difficile et sombre. Ben oui, justement, parce que moi, j'ai été confrontée, sans l'avoir voulu, à la part sombre, négative de l'invisible. Je me suis fait attaquer par un esprit qui était malveillant, qui m'a agressée violemment. Ma chance, c'est que d'avoir croisé ce médium m'a fait me réveiller à toute vitesse. Parce que c'était dans ton sommeil, en fait, ou comment ça s'est passé ? C'était en journée, la nuit, ça se passait tout le temps, mais la nuit, il avait beaucoup plus de pouvoir. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais les esprits malveillants, la nuit, ont plus de poids sur nous que pendant la journée. Ça a commencé par une sensation d'une présence dans ma chambre qui me faisait peur. Je me suis dit, bon, t'es en train de bosser sur ton histoire personnelle, ton enfance, donc c'est peut-être une peur enfantine qui se réveille. Et puis, progressivement, j'ai compris que j'étais en danger. Mais je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais comme un bébé, une enfant qui comprend rien et qui vit un truc qui est bizarre. Tu ressens, par exemple, tu es en train de méditer et puis tu as l'impression qu'il y a une espèce de doigt qui s'enfonce dans ta tête. Tu comprends pas ce que c'est, mais tu sens bien que c'est pas agréable. À un moment donné, je me suis sentie me faire mordre le mollet. Et puis quand j'ai eu l'attaque véritablement, c'était la nuit. Et tu ressens une impression qu'on t'enfonce des doigts dans le dos, on t'enfonce des tubes dans le corps. En fait, c'est les doigts de cet esprit. Enfin,
Bref, qui vient prendre, qui est en train de prendre possession de ton énergie et qui est en train de mettre dehors ton âme pour rentrer à sa place. D'accord. C'est très désagréable comme sensation. Ah bah oui. Je souhaite à personne. Et puis très, comment dire, terrifiant en fait. Surtout en plus, toi, comme tu disais, tu étais dans une période où tu te posais plein de questions sur tout ça et je comprends la notion de bébé quelque part. Parce qu'effectivement, si tu as refusé ça depuis toute ta vie avec un peu une vision un peu négative en fait de tout ce monde-là et paf, ça t'arrive à ce moment-là où tu es déjà pas mal... à l'envers avec tout ce cheminement personnel, ouais, c'est un peu comme si tu n'avais pas de défense quelque part et t'es toute seule pour faire face à ça, quoi. Ah bah j'avais aucune défense, j'avais rien. J'étais à poil carrément et j'étais effectivement terrorisée. Pendant 2 ans, j'ai pas beaucoup dormi à cause de ça parce que t'as cette entité effectivement qui est venue m'attaquer. Bon, j'ai fait la rencontre d'un magnétiseur qui a pu retirer cette entité. D'accord. Mais après j'avais peur. Après, parce que je comprends rien. Et il s'avère que le médium que j'avais rencontré, et là, ça nourrit un petit peu la question sur comment se protéger et se former, il faut pas écouter n'importe qui, n'importe comment. Parce que ce mec a essayé de m'aider, mais en fait, il m'a enfoncé. C'est-à-dire qu'en fait, il a donné encore plus de pouvoir à cette entité sur moi. Parce qu'en fait, il n'était pas prêt pour m'accompagner. Être prêt, être un maître spirituel, c'est une initiation, ça prend des années. Et donc on ne s'improvise pas. S'improvise, maître est dans l'ego et il fait n'importe quoi. D'accord. Voilà, je suis un peu émue là de parler de ça. Oui, c'est vraiment la première fois que je raconte ça véritablement dans le détail parce que je pense que c'est important. Mais merci de partager parce qu'effectivement c'est pas quelque chose qu'on entend. On est plutôt dans un discours très imagé, positif. Qui n'est pas vrai en fait. Ouais, c'est beaucoup plus profond que ça, donc c'est vraiment important ce partage. Il y a des choses qui sont magnifiques et on va en reparler. Et je ne regrette pas du tout ce cheminement. Mais honnêtement, j'ai un démarrage qui est plutôt pourri. Parce que je peux te dire qu'à un moment donné, je me suis dit, non, j'arrête tout, c'est pas possible. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu es médium et qu'en fait, spontanément, je ne sais pas comment est-ce que cette faculté se met en route, mais elle est là, elle est naturelle chez moi. Je pense que j'ai dû la développer bien avant cette incarnation. Et mon appart à Paris à l'époque, parce que maintenant j'habite à la campagne, était un véritable hall de gare. Les âmes voulaient absolument discuter avec moi. Sauf qu'en fait, il y a un moment donné, tu vis plus, tu peux pas vivre parce qu'elles te prennent ton énergie en plus. Ouais. Ça a été t'es pas fait pour répondre à tous les contacts qui débarquent. Enfin, c'est à toi de le choisir en fait et de t'ouvrir au moment où tu veux avoir des contacts. En tout cas, c'est plus sain. Ouais. Et ce que tu dis est fondamental parce que le jour où j'ai accepté que j'ai été médium, ça s'est arrêté net, dis donc. D'accord, ok. C'était donc la clé, bon. Mais oui, mais tant que j'acceptais pas, c'était extrêmement douloureux et à partir de là, mon initiation a commencé. À ce moment-là, j'ai eu un maître spirituel, j'ai eu du bol. Thérèse. Comment tu l'as trouvé en fait du coup? En fait, c'est le médium qui faisait n'importe quoi qui me l'a présenté à un moment donné. Et ce maître spirituel, à un moment donné, quand j'ai été vraiment demandeuse d'accompagnement spirituel, il a été là pour moi. Ce que je veux dire, c'est que les maîtres spirituels, on pourrait avoir une espèce d'image d'Épinal, le mec ou la nana toujours zen, habillé en toge, qui dit pas un mot au-dessus de l'autre. Ça, c'est une croyance collective. J'ai rencontré un mec qui avait comme maître spirituel un Chinois, qui arrêtait pas de lui dire qu'il était con. Et ils arrêtaient pas de s'engueuler. Et moi, ça m'a fait rire quand il m'a dit ça et ça m'a soulagée. Parce qu'avec le mien, le maître, mais on s'est raccroché au nez, on s'est traité de nom d'oiseau, t'imagines même pas. C'est pas la vision qu'on en a en cliché immédiat, en fait, effectivement. Mais non. Mais par exemple, c'est le moine bouddhiste Mathieu Ricard qui dit que le Dalai Lama est très colérique. Donc cette image comme quoi ce sont des gens forcément toujours zen est fausse. C'est effectivement, il y a cette espèce, comme ils disent, cette espèce de like toujours en paix en soi. Il n'y a pas de rayonnement qui est là, qui se manifeste en permanence, oui. Mais ils ressentent aussi des émotions et des fois, ils se foutent en rogne, comme tout le monde. Ce sont des êtres vivants. La perfection n'existe pas. C'est justement dans notre imperfection que nous créons la perfection. Et donc, ça aussi, ça m'a demandé un boulot d'accepter ça. Voilà, mais c'est indispensable. Moi, il m'a beaucoup aidé parce que, en fait, les esprits voulaient des informations. Moi, je voulais pas leur parler. J'avais tellement peur. Et d'ailleurs, je leur parle pas. Si tu te mets à parler avec eux, pas dans un certain type de contexte, à partir de là, ils vont se passer le mot et ils vont tous débarquer.
Je suis pas masochiste. Moi, je tiens à vivre cette vie. Donc, tu dois apprendre à leur dire de sortir. Alors, à Paris, les esprits, ils sont beaucoup plus torturés, plus en colère ou beaucoup plus tristes. Et donc, il fallait que je sois d'une fermeté exemplaire. Alors, je te dis ça parce que quand je me suis installée dans le Loir-et-Cher, les premières fois, j'ai utilisé la même technique avec les esprits ici. Je me suis fait traiter de malpoli. Donc, je me montre beaucoup plus douce ici. Ah, c'est drôle. Ouais. Quand tu réfléchis, ça reste assez logique puisque ça reste des personnes. Et quand tu parlais du Dalai Lama ou d'autres personnes qui sont imparfaites, je pense que tu transposes ça, même si tu n'as pas les mêmes réalités, le même rapport à la matérialité. Ça reste quand même des personnes qui ont été vivantes et du coup gardent la même imperfection. Ou en tout cas avancent pour atteindre peut-être quelque chose de mieux, mais ça dépend un peu de leur cheminement, quoi. Alors, normalement, cette connaissance qui a été perdue, c'est notamment le fait qu'on est censé quitter cette dimension. Et il y a plein d'âmes qui n'ont pas compris ou qui tiennent absolument à rester parce que leur chéri est toujours vivant, ils ont un parent à s'occuper, etc. Sauf qu'en fait, ils ne se rendent pas compte, qu'ils doivent nous prendre notre énergie et surtout de l'énergie négative. Donc, ils vont générer des émotions négatives chez les gens. Ils sont une multitude, ils sont super nombreux alors qu'en fait ils devraient pas être là, ils devraient être en train d'apprendre. Et effectivement ils gardent leurs caractéristiques de personnalité de l'incarnation qu'ils ont eue quand ils sont morts. Et s'ils ont une vie, par exemple moi, si j'avais pas travaillé sur moi, j'aurais eu une psychologie très négative en désincarné et j'aurais pu faire des dégâts. Tu vois, donc ça fait partie des trucs que j'avais envie aussi de dire aujourd'hui. Je te remercie parce que tu m'as mis le pied à l'étrier. Je suis en train de faire la totale, je m'y attendais pas, mais voilà. Ah ben on ouvre, quand on vient chez moi, on ouvre. Voilà. Donc oui, les esprits qui sont vraiment passés de l'autre côté, ils sont en train de bosser, ils viennent pas toutes les 5 minutes nous voir. Ceux qui viennent voir les vivants, c'est souvent des gens qui sont restés là et qui cherchent à se faire aider ou qui viennent se plaindre ou qui viennent nous prendre quelque chose. Les esprits en colère viennent nous faire du mal. Quand ils prennent de l'énergie, c'est pas amical. On a parlé du Japon et de la mythologie des yokai et avec la différence, tu sais, entre les yurei qui sont des esprits pacifiques au Japon et les onryo qui sont des fantômes vengeurs en fait et qui n'ont pas réglé cette colère et cette rage et c'est ça en fait, ils attaquent, ils se vengent perpétuellement en fait de leur traumatisme qui n'a pas été dépassé et qui transposent après sur les vivants, effectivement leur prenant de l'énergie et les attaquant quoi. Tout à fait. Mais c'est exactement la même chose que dans la psychologie de nos vies. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit que ce que l'on veut voir. Le film Sixième Sens, il le décrit très bien, ça. Les défunts ne voient que ce qu'ils veulent voir. Nous aussi, on voit que ce qu'on veut voir dans la réalité. Donc, ils sont le reflet de ce qu'ils ont été pendant l'incarnation. Et donc, en fait, ils se foutent pas mal de savoir s'ils font du mal aux gens dans ces cas-là. Parce qu'en fait, ils sont tellement dans leur carcan, leur certitude personnelle et dans leur colère ou dans leur peine qu'ils voient pas qu'ils font du mal. Moi, j'ai essayé de leur dire « Arrêtez, vous me faites du mal ». Ils comprenaient même pas ce que je disais. Ouais. Comme quand tu es très, très auto-centré, en fait, quelque part. Oui, mais en fait, on a tous ce défaut au départ, on est même éduqués à ça. Et la spiritualité permet justement de s'ouvrir et de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas tout seul, qu'il y a cette interconnexion permanente et que nos actes impactent les autres. Ouais. Mais tu vois, c'est drôle ce que tu disais par rapport au cheminement. Alors moi, j'en suis assez persuadée, parce que c'est pareil, dans le côté, on dévoile des secrets. C'est un peu la première fois que j'en parle réellement, mais tu vois, moi, j'ai perdu ma maman en 2016. C'était quelqu'un qui était très en conflit avec plein de choses pas réglées. Elle avait un côté très solaire comme ça, avec les gens qui la croisaient, et très magnétique. Mais en même temps, au fond d'elle, elle était révoltée et plein de choses de blessures de son enfance, des choses pas jolies aussi dans sa vie. Et quand elle est partie d'un coup, tu vois, je pense qu'elle était vraiment pas prête pour le coup. Et moi, j'ai senti quand elle est partie que elle était là. C'est pas dans le sens de hantise, mais je sentais sa peine. En fait, je sentais son côté pas posé et bouleversé et perdu, en fait. Et du coup, j'ai eu plusieurs séances avec une médium que je connais et en qui j'ai confiance. Et c'est assez drôle parce que j'ai fait plusieurs séances à plusieurs années d'intervalle, parce que ça fait 6 ans qu'elle est partie. J'en ai eu 2 ou 3 et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elle a vraiment évolué, en fait.
Elle a réussi à dépasser toute cette rage humaine, tu vois. Et elle est vraiment dans un sens de recherche sur elle-même, d'avancer sur elle-même, de calme, ce qui fait vraiment du bien et qui m'a rassurée pas mal. Et ce qui est très drôle, c'est que la dernière séance que j'ai faite, elle m'a gentiment dit qu'elle avait besoin de temps pour se trouver et qu'il fallait pas trop la contacter quand même, quoi. Et Oui, c'était tellement elle, tu vois. Enfin, je la vois après. Enfin, bon, t'es gentille, mais bon, là, faudrait quand même que je puisse avancer tranquillement, quoi. c'est exactement ça. Quand on passe de l'autre côté, on est toujours en train d'apprendre à évoluer, à faire évoluer ce que nous sommes en vérité. On vient Ouais. aussi dans ce monde pour évoluer, mais de l'autre côté aussi. Donc c'est super de les sentir, parce qu'en fait, tu le sais tout de suite que c'est eux. On Oui, on les oui, ah bah reconnaît. c'est. Ouais. Maman, effectivement, elle passe régulièrement et c'est par l'odeur. Alors, elle serait Mm. fâchée parce que c'était une fumeuse invétérée. Tu vois, quand j'étais petite, elle avait laissé des cigarettes allumées partout. Elle fumait, mais comme un pompier. Elle a arrêté, ça devait être peut-être 10 ans avant qu'elle meure parce que elle pouvait plus, ça lui causait vraiment des problèmes de santé. Mhm. Et pourtant, en fait, quand on sait qu'elle est là, c'est la clope, vraiment la Ouais. cigarette, tu vois. Et en fait, elle me disait toujours, mais j'espère qu'on se souviendra pas de moi par cette odeur. Bah si. Bah ouais, mais c'est ça. En fait, dans ton inconscience, elle est Ouais. raccordée à ça, donc c'est Ouais. ça qui est utilisé pour te permettre de te rappeler Qu'elle est là. qu'elle est Ouais. présente. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ça. Ils sont. Je trouve que l'astral est balèze là-dessus parce que Ouais. ils utilisent véritablement ce que nous sommes pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Bah, il faut que Euh, ça te parle le signe en même temps. C'est vrai que Bah, si c'est ça. tu. Ouais. Ouais. Bah, alors, il y a un truc marrant qui m'est arrivé quand j'habitais à Paris. Sur mon balcon, à un moment donné, je sentais une espèce d'odeur de vieille crypte. Et je me disais, Attends, il y a peut-être un vieux qui a ouvert sa fenêtre et qui l'ouvrait pas depuis des années. Enfin, tu vois, je disais. Et un jour, j'ai compris que c'était un guide. C'était un code pour me dire qu'il y avait un guide. Alors, je l'ai appelé Cryptoman et il me parlait, voilà. Quand je savais qu'il était là parce que ça sentait la crypte. D'accord. J'en ai plus ici. Ça me manque un peu de guides qui se manifestent de cette façon parce que je trouve ça marrant. Hmm. Mais tu penses que c'est parce que tu en as moins besoin? Je pense qu'effectivement, parce que je suis capable maintenant de les sentir autrement. Parce que tu évolues aussi dans ta façon de percevoir les choses. Donc je les vois pas, moi, mais je les sens. Je sais qu'ils sont là. J'ai des codes. Tu sais, ils tapent sur des meubles en bois pour me dire qu'ils sont là et qu'ils ont un truc à me dire. D'accord. Au début, j'ai mis du temps à comprendre. Je me disais, mais c'est quoi qui fait ce bruit? Faut accepter tout ça. C'est pas si simple, hein, ça. Hmm. Moi, je suis épatée par mon cheminement parce que c'était pas gagné au départ, hein. J'ai failli jeter l'éponge une fois ou deux parce que évoluer spirituellement, c'est chaud, hein. C'est pas facile, hein. Parce qu'évoluer spirituellement, ça suppose de travailler sa psychologie Ouais. pour se donner accès à ce qu'on est véritablement. Parce qu'en fait, on est un peu comme Shrek, là, qui dit qu'en fait, un ogre, c'est comme un oignon et que sa vraie nature, elle est au centre. Bah, c'est pareil, faut Ouais. travailler sa psycho pour enlever les couches d'oignon et Ouais. se rappeler ce qu'on est véritablement. Et puis ce qui est pas facile aussi, c'est le fait que tu dois lâcher quelque part ce rapport à la matérialité auquel on est hyper accroché. Parce qu'en fait, t'es à l'aveugle. Hein. C'est vraiment, t'es dans le noir et t'essayes de tâtonner pour savoir ce qui se passe. Et c'est une vraie libération, je pense, quand tu commences à l'accepter, comme tu disais, et que tu avances, quoi. Et du coup, par rapport à cette découverte que tu as eue, qui n'avait pas été forcément facile, et tout ce chemin que tu as fait personnellement, spirituellement, Oui. aujourd'hui, tu as quel rapport avec le surnaturel? Est-ce que tu le vis sereinement? Est-ce que tu t'en sers? On en parlait un petit peu tout à l'heure sur tes activités professionnelles. Qu'est-ce que tu fais de ce côté médium, en fait? Il est là en permanence, hein. Je suis un pied ici, un pied de l'autre côté tout le temps. C'est comme ça. Ouais, Je ne l'explique pas, c'est ainsi. ouais, Euh, je suis guidée, je me laisse inspirer de plus en plus, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'essayer de réfléchir, d'essayer de comprendre ce qu'allait être l'avenir, hein, de le voir aussi, mm, et d'accueillir les opportunités. Ouais, je suis en dialogue. Des fois, ça me manque même quand des guides ne viennent pas me voir pour me parler. mm. Je fais des rêves. Des fois, on me dicte des textes. Je sais que maintenant, quand je fais mon travail d'écriture, que ce soit pour le podcast ou autre, il y a des moments où je suis plus tout à fait là, mais je suis en train d'écrire et c'est plus tout à fait moi qui écris en termes de Oui, ressenti. ouais. Donc j'adore ça en fait et je j'apprends, je découvre.
J'ai de plus en plus confiance. Tu vois, là, en ce moment, j'ai une affirmation que je me répète à tue-tête parce que quand tu as eu une enfance comme la mienne, tu as un problème d'estime de toi-même. Donc, je l'ai bien bossé depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, j'ai une confiance absolue en moi et en l'astral. Tout va bien se passer, quoi qu'il arrive. Même s'il y a des aléas, on sait bien qu'il y en aura, mais quand tu as confiance, quand tu es dans l'ouverture, les aléas, en fait, c'est juste des trucs à résoudre. C'est plus vraiment des problèmes qui te pourrissent la vie pendant des jours, des mois, des années. Voilà. Par contre, ils nous font vivre aussi des expériences qui sont pas positives parce qu'il va falloir vivre des échecs pour apprendre. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, mais ça, oui. C'est un peu chiant, mais ça fait partie du lot. Et ça aussi, quand tu l'acceptes, tu dis, ah ok, d'accord, je suis en train d'apprendre. Bon, alors, donc ça veut dire qu'en fait, je suis sur le bon chemin. C'est par là que je dois aller. Ouais. Du coup, alors tu en parlais un petit peu aussi, mais moi, au niveau de mes auditeurs, je sais qu'il y en a pas mal qui sont en train de se découvrir, de s'éveiller à tout ça. Justement, quel conseil tu aurais donné à quelqu'un qui se découvrirait aujourd'hui des capacités médiumniques, comment il puisse bien les vivre, se protéger, se former? Donc, tu parlais de guide spirituel, mais peut-être plus globalement, en fait. Déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, chaque chemin spirituel est différent. Donc, quand quelqu'un explique que c'est comme ça et pas autrement, il faut fuir. Surtout si cette personne dit c'est pour tout le monde comme ça. On fuit tout de suite, il faut pas. D'accord. Et pourquoi chaque chemin est différent c'est parce que dans cette vie, on vit des expériences qui sont différentes. Et on va pas les interpréter de la même façon. Comme on a vécu des expériences dans d'autres vies qui sont différentes. Et tout ça, ça nous construit. Oui. Donc, trouver un maître spirituel, bon, je sais bien que c'est pas si simple, hein. C'est utile notamment quand on a des facultés extrasensorielles pour se calmer, parce que quand on découvre qu'on en a, on peut avoir une petite crise d'ego, ça m'est arrivé, hein, parce que l'ego spirituel est l'ennemi de l'évolution spirituelle. T'as les chevilles qui gonflent, quoi, en fait, un petit peu, ou... Bah ouais, tu découvres qu'en fait, tu possèdes un truc que plein d'autres gens n'ont pas. Super pouvoir, quoi. Ouais, c'est super. Je comprends. On n'est pas un élu de Dieu parce qu'on a une faculté extrasensorielle. Voilà, on est juste là pour expérimenter une capacité qui nous permet de comprendre certaines choses sur ce que nous sommes et puis après pouvoir aider les autres. Ensuite, questionner ce que c'est que la spiritualité pour soi et non pas adhérer à un dogme. Je sais que mon maître spirituel, par exemple, il m'a affirmé des trucs et je lui ai dit je suis pas d'accord. Et voilà, et sur d'autres choses, on est en divergence parce qu'en fait, on n'a pas du tout la même expérience de vie depuis nos différentes incarnations. Donc, il faut se faire confiance aussi. Totalement. Il faut apprendre à se faire confiance. C'est pas si simple, hein, notamment si on a une histoire comme la mienne, je peux te dire qu'apprendre à se faire confiance, c'est chaud. Oui. Hein. Ouais, j'imagine. Ouais. Confiance à son intuition, peut-être. Oui, confiance de ce qu'on sent, de ce qui est juste ou pas. Il y a une citation de Pierre Teilhard de Chardin, ce scientifique qui était aussi prêtre, qui dit « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience terrestre. » C'est ça qu'il faut réintégrer. Puis, pour terminer, si tu me permets, ne pas essayer à tout prix de se connecter à l'invisible. On est déjà intrinsèquement connecté. Et en fait, il se manifestera quand ce sera utile. Utiliser des planches de Ouija, utiliser des encens, etc., c'est très dangereux. Les premiers esprits qui se manifestent, c'est pas les gentils. Laissez venir, les choses sont là. Et comme c'est Patricia Daré en parle aussi, hein, la journaliste qui a découvert qu'elle était médium, il faut pas essayer de se connecter sans être initié. Oui, ça c'est hyper important, effectivement. Et puis aussi, il y a quand même une responsabilité, je trouve, hein, tu vois, quand tu te connectes et que tu sais pas ce que tu ramènes, parce que ça arrive souvent aussi, hein, parce que les gens qui tentent le font pas chez eux, bizarrement. Enfin, ça arrive, mais ça arrive souvent aussi qu'ils le tentent dans des lieux spirituellement chargés ou qui ont une aura spirituelle, et ils ramènent j'ai envie de dire de la pollution spirituelle, mais des mauvaises choses en tout cas dans ces lieux-là. Voilà, et ils aggravent encore plus la situation. Donc il y a aussi du respect, je pense, la notion de respect qui est importante en fait, ne serait-ce que pour les esprits, mais aussi pour soi-même. Ouais, et d'humilité aussi. Oui, tout à fait. Se croire détenteur de la connaissance. Alors, tu viens de dire un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'effectivement, tu sais pas ce que tu ramènes, et tu peux ramener des trucs qui ne devraient peut-être jamais venir ici.
Donc ça, c'est très dangereux. Et de deux, quand on fait du Ouija, les esprits qui sont pas sympas, ils s'attaquent pas forcément aux personnes, qui sont en train de faire le Ouija. Ils vont s'attaquer aux personnes qui sont les plus fragiles et qui sont en train d'observer. Voilà. J'en ai dit des choses. Je suis étonnée. Il fallait que ça sorte, je pense, parce qu'il faut que je sois libre de pouvoir pas parler que de ça, mais d'arrêter de considérer que c'est douloureux. Et après, moi, ce que j'ai juste envie d'ajouter, si je puis me permettre, dans mon expérience personnelle, parce qu'on peut se poser des questions, on peut avoir envie justement de se tourner vers ses guides et de savoir comment avancer, avoir un petit peu des signes. Déjà, ils viennent un petit peu naturellement, il faut être capable de les écouter et de s'ouvrir pour les écouter. Mais déjà, poser la question qu'on a en soi pour avoir de l'aide. Moi, je sais que souvent, s'il y a un outil que je peux utiliser sans danger, j'utilise pas mal le tarot. Après, bon, c'est mon ressenti. Je pense que voilà, je l'ai trouvé il y a pas très longtemps et j'en n'abuse pas. Mais je sais que j'ai des réponses hyper intéressantes en fait sur un tarot en particulier parce que j'en ai essayé plusieurs. Je pense que c'est pareil, c'est une question de vibration. Mais je sais que c'est une bonne porte pour moi en fait pour avoir des réponses. Donc encore une fois, comme tu disais, chacun trouve sa voie, chacun cherche et va vers ce qui lui parle. Le tout, c'est de faire confiance à son intuition. Ce chemin, c'est un chemin d'humilité parce qu'en fait, on détient de la connaissance, mais à aucun moment, on peut dire « je sais tout ». Ah bah oui, mais c'est vrai que le danger, c'est d'arriver à ça assez vite, ouais, effectivement. Jamais perdre de vue l'humilité, le respect des autres, ouais. Bon, alors j'espère pour tes auditeurs qu'ils ne vont pas trouver trop négatif parce que mon but est vraiment de dire faites attention, mais si vous décidez d'aller sur le chemin spirituel, je vous promets, vous allez vous éclater. Oui. Non, mais après, c'est jamais mauvais de se protéger et de faire attention. De toute façon, on peut pas y aller non plus bille en tête sans faire attention à ce qu'on fait, quoi. Ah oui, il y a trop de gens qui sont en train de se réveiller et on leur raconte un peu n'importe quoi. Donc écoutez, vous avez les réponses. On a toujours les réponses pour soi, mais en fait, on n'a pas appris à écouter ça. Tout à fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce qu'on a oublié quelque chose qui te semblait important ? Non, je pense qu'on a déjà fait le tour. Encore une fois, je te remercie parce que c'est moi qui t'ai sollicité, parce que j'avais besoin effectivement d'assumer. Donc merci beaucoup parce que je pense que je suis en train de m'enlever une super épine du pied. Je continue mon propre cheminement personnel à travers ça. Et puis parce que oui, je pense qu'en fait, quand on a avancé sur son chemin, on a aussi un rôle de protection envers les autres. Et à travers ton podcast, je peux dire aux gens des choses qu'on dit pas. Qu'on dit généralement pas et qui sont ou alors détournés, déformés, bref. Donc merci infiniment Juliette de m'avoir donné la parole. Avec plaisir. Et puis vraiment, c'est important, effectivement, ce rôle de transmettre et d'aider aussi. Toujours dans le sens d'amour, tu vois, et de protection des autres. Ouais. Oui. Et écoute, continue ce chemin, en tout cas. Moi, j'invite tous mes auditeurs à venir écouter La Voix du Manfoutisme. Je vais mettre le lien, bien entendu, dans la description de l'épisode. Voilà, donc un univers à découvrir absolument, celui de Christelle Charlier, du podcast La Voix du Manfoutisme. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Juliette.